Bonjour à tous, nous sommes donc heureux de vous accueillir donc à la Chambre de métier à la Cité du goût et des saveurs pour ce webinaire autour du comment réussir un petit déjeuner équilibré. Nous vous proposons en fait ce webinaire parce que la Chambre de métier et l'URMA forment les apprentis au métier alimentaire et la Chambre de métier donc accompagne les entreprises alimentaires artisanale, et c'est pourquoi aujourd'hui on se pose des questions autour de finalement comment équilibrer un petit déjeuner. Et Hélène Oudré, qui est donc d'ailleurs professeure de sciences alimentaires et diététicienne nutritionniste, va nous apporter des éléments nouveaux sur finalement effectivement comment équilibrer le petit déjeuner. Je vais te laisser la main, Hélène. Ok, merci Karine. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter ce nouveau webinaire en partenariat avec la Cité du goût et des saveurs. Alors, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, l'histoire du petit déjeuner suit celle de la découverte du café, du thé et du cacao. Et puis, au fil du temps, ce petit déjeuner s'est démocratisé et puis à partir de 1945 environ, notre petit déjeuner traditionnel, il fait partie du quotidien de tous les Français. Dans la seconde partie du XXe siècle, on se met à distinguer le petit déjeuner anglo-saxon du petit déjeuner traditionnel continental que nous connaissons particulièrement en France. Donc, pour rappel, le petit déjeuner anglo-saxon qui compose principalement d'œufs, de bacon, de haricots, tomates cuites, champignons et j'en passe. Le petit déjeuner continental, quant à lui, a une saveur plus sucrée avec des confitures, du miel, de la pâte à tartiner, des jus de fruits, des viennoiseries, des produits laitiers, des céréales industrielles. 80% des enfants en France consomment le matin des céréales industrielles. On va voir que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux concernant leur santé. Un petit déjeuner simple, petit déjeuner santé, si on peut dire, devrait, dans l'idéal, être composé d'aliments riches en protéines, en matières grasses et très peu de produits sucrés, ce qu'on appelle les sucres rapides. Je découvre, je l'ai relu, il y a une petite faute qui reste là, sucre rapide. Le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée, c'est celui qui va rompre le jeûne nocturne qui a une durée d'à peu près 10 heures et qui est essentiel pour que le foie puisse se reposer. Notre organisme est programmé, depuis notre naissance, on a en nous une horloge biologique, pour ça je vous ai mis l'image de la petite horloge en dessous, une horloge biologique qui rythme nos sécrétions hormonales, nos sécrétions enzymatiques par exemple. Et le matin, nous sécrétons en grande quantité des lipases et des protéases. Les lipases et les protéases, ce sont des enzymes qui vont permettre de digérer les lipides, donc les matières grasses, et les protéines également. Cette sécrétion de protéases permet de métaboliser les protéines qui ont permis, pendant le sommeil, de fabriquer, le processus de fabrication du contenu intracellulaire et aussi des membranes externes de nos cellules. Les lipases, elles, vont permettre de métaboliser les graisses qui seront utilisées la nuit suivante pour fabriquer les parois externes de nos cellules. Je fais un petit rappel un petit peu biochimique. Au niveau de nos cellules, la membrane externe de nos cellules, elle est principalement composée de protéines et de matières grasses. Donc, ce sont des éléments essentiels si on veut garder une bonne qualité de ces membranes externes. Ces deux sécrétions, là, les lipases et les protéases, elles sont précédées par une autre sécrétion de cortisol puis d'insuline en fait. Ça se fait à la fin du sommeil, un petit peu avant le réveil. Ça permet d'apporter de l'énergie, d'apporter des glucides dans notre organisme. Donc en fait, normalement, petit déjeuner, cet apport en glucides, que je vais qualifier de rapide, pour le moment, ces glucides rapides, on n'a pas besoin. On n'a pas un réel besoin. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir respecter le plus possible cette horloge biologique et de respecter les horaires. Pour vous expliquer cette histoire
de glucides, de glycémie. Au cas où je l'explique quand même, la glycémie, c'est la quantité de sucre que nous avons dans le sang. Une glycémie qui est normale, on la retrouve là entre les petits tirets verts. Cette glycémie est environ entre 0,8 g par litre de sang jusqu'à 1,2 g de sucre par litre de sang. Ça, c'est une glycémie qui est considérée comme normale. Lorsqu'on a une crise alimentaire, on apporte fatalement un peu de glucides à notre organisme. Donc, ça nous provoque ce qu'on appelle une hyperglycémie légère. Cette hyperglycémie légère va déclencher une sécrétion d'insuline via le pancréas, une sécrétion d'insuline qui sera proportionnelle à l'hyperglycémie. Donc, une légère hyperglycémie entraîne une légère sécrétion d'insuline qui va nous provoquer, près de 2 heures après la prise alimentaire, une hypoglycémie réactionnelle légère. Cette hypoglycémie réactionnelle, je vais remonter au-dessus, pardon. La sécrétion d'insuline, l'insuline c'est une hormone de stockage. Donc cette sécrétion d'insuline va faire en sorte que les glucides excédentaires soient stockés dans le foie en priorité, puis dans les muscles, sous forme de glycogène. Donc ce stockage va entraîner, ce que je disais, une hypoglycémie. Cette hypoglycémie elle-même déclenche une autre sécrétion pancréatique d'une hormone antagoniste de l'insuline, ce qu'on appelle le glucagon. Le glucagon va lui déstocker le glycogène hépatique pour redonner du glucose dans le sang, de façon à atterrir à une glycémie normale. Dans un monde idéal, on devrait pouvoir suivre cette courbe verte où là, on ne se retrouve jamais en hyperglycémie. Et cette chose-là est vraiment très, très difficile à mettre en place. Il faut vraiment maîtriser son apport en glucides et c'est vraiment pas simple du tout. Donc, selon cette courbe verte, nous n'aurions pas besoin d'insuline, on n'a pas de stockage, on utiliserait juste le sucre de façon intracellulaire. Malheureusement, le plus souvent, notre pic de glycémie, notre alimentation est riche en glucides que j'appelle des glucides rapides, mais en vrai, il faudrait les appeler des glucides à index glycémique élevé, mais je vais vous expliquer ça juste après. Donc, notre alimentation est plutôt riche en glucides, ce qui nous provoque une hyperglycémie importante, selon la courbe rouge qui vient d'apparaître sur le graphique. Cette hyperglycémie importante entraîne elle-même une sécrétion d'insuline qui est proportionnelle. Donc là, vous n'avez peut-être pas vu, mais on a 2 petits plus qui sont arrivés à côté de sécrétion d'insuline. Une forte sécrétion d'insuline va nous provoquer une hypoglycémie, elle aussi, importante. Et lorsqu'on est en forte hypoglycémie, ce n'est pas convenable pour le corps. Notre cerveau, c'est un organe qui est glucodépendant. Donc, s'il n'a pas suffisamment de glucose pour fonctionner, il nous informe. Nous avons à ce moment-là des bourdonnements d'oreilles, des petites étoiles dans les yeux, des étourdissements, ou on peut même aller jusqu'à l'évanouissement. Ça, c'est des signaux qui nous font comprendre que nous n'avons pas suffisamment de sucre dans le sang. Donc, à ce moment-là, eh ben, c'est juste vital de se jeter, entre guillemets, sur des biscuits, sur des bonbons, des confiseries, sur des choses qui vont nous apporter du sucre, qui n'aura pas besoin d'être digéré et qui va rapidement passer dans le sang. Donc, cette forte sécrétion d'insuline va entraîner un stockage de glucose dans le foie et les muscles, ça j'ai dit, mais ces réserves ne sont pas extensibles. Donc, lorsqu'elles sont remplies, l'organisme a la capacité de transformer ces glucides en graisse. Et là, le stockage des graisses dans nos adipocytes, lui, il est, on va dire, sans fin. Il est tout à fait extensible. Donc, chez les femmes, ça se situe plutôt au niveau de la culotte de châle, et chez les hommes, ce qu'on appelle les poignées d'amour. Donc, je vous disais, hop, je fais avancer le petit graphique. Donc, cette hypoglycémie sévère nous entraîne un besoin, vraiment, c'est un besoin vital de consommer du sucre. De ce fait, eh ben, on va remonter en hyperglycémie et puis on va continuer comme ça toute la journée, s'il le faut, à faire les montagnes russes. Donc ça, cette courbe rouge, il faudrait éviter d'avoir une alimentation qui suit cette courbe rouge. Donc pour ce faire, on va limiter les aliments qui vont suivre cette courbe rouge. Ce sont les aliments
que nous appelons en diététique des aliments à index glycémique élevé. Donc, par exemple, j'ai une question. Est-ce que le stress peut avoir une incidence ou pas sur la glycémie? Oui, aussi, tout à fait. Donc, les aliments qui apparaissent ici, ce sont des exemples d'aliments qui ont un index glycémique élevé. Donc, sans grand mystère, le sucre et les confitures, les brioches et les viennoiseries qui, dans le processus de fabrication, contiennent, dans la recette, il y a du sucre, le pain mie, la baguette blanche, le pain pour hamburger, barres de céréales, biscuits secs, en fait, tous les aliments qui vont être fabriqués à partir de farine raffinée, de farine blanche, ou si vous avez prêté attention sur les emballages, il peut être écrit sur les emballages de paquets de farine, il peut être noté T45, T55. Ces farines raffinées, en fait, pour les fabriquer, on ne va pas utiliser l'enveloppe externe du grain de céréales, du grain de blé en l'occurrence ici. Et cette enveloppe externe, elle est très riche en fibres et en sels minéraux. Et ces deux éléments vont permettre de limiter la montée de la glycémie. Mais pour fabriquer la farine blanche, on enlève cette enveloppe externe. Et du fait, on va se retrouver sur des ingrédients qui ont un index glycémique élevé. Les jus de fruits et les sodas, eux aussi, ce sont des aliments qui ont un index glycémique élevé. Alors, pour certains jus de fruits, même si c'est des fruits, un jus de fruits que vous pressez, des fruits que vous pressez juste à la minute avant de consommer votre petit déjeuner, on a une quantité de glucides qui est quand même importante. Elle est parfois plus élevée que dans les sodas. On n'est pas sur la même qualité de glucides, mais on a une quantité de glucides qui est quand même non négligeable. Dans les barres de céréales industrielles, là aussi, on a du sirop de glucose, par exemple, du sirop de fructose qui est ajouté, les cornflakes, les céréales de petit déjeuner d'une manière très générale, sauf exception. Le plus souvent, les céréales petit déjeuner destinées aux enfants sont très riches, ont un index glycémique très élevé. Et puis le sucre, de toute façon, au niveau du cerveau, le sucre va déclencher le circuit de la récompense, donc ça crée comme un shoot, donc on a envie d'y retourner. Et donc là, c'est quand même pas ce que je vous conseille. Je vous conseille plutôt des aliments à index glycémique bas. Vous avez quelques images sur la droite, mais sinon, on a quelques exemples ici. Des aliments à base de farine intégrale ou de farine complète. Pourquoi pas de la farine semi-complète? Dans un premier temps, ça peut être un compromis entre passer de la farine blanche à la farine complète directement. On peut avoir un inconfort intestinal, donc on peut passer par la farine semi-complète. Ce sera déjà mieux que la farine blanche. Les pumpernickel, donc des pains au seigle, des pains aux céréales, des pains qui contiennent des graines. D'autres exemples d'aliments à index glycémique bas, les fruits frais, les fruits entiers ou éventuellement taillés en salade de fruits. L'avocat fait très peu monter la glycémie. Je l'ai mis ici, mais je le remettrai plus tard parce qu'il a plusieurs avantages, l'avocat. Je l'accorde, c'est pas courant de consommer de l'avocat au petit déjeuner, mais ça passe plutôt bien. Les fruits oléagineux, les muesli ou les flocons de céréales qui sont réalisés sans sucre ajouté, les granolas. Là, à la fin du diaporama, vous verrez, je vous ai mis une recette de granola qu'on peut faire à la maison, c'est très facile et qui rentrerait dans le contexte d'un petit déjeuner sain. Et puis, plus étonnamment, je vous ai mis 3 exemples d'aliments qui ont un goût très sucré en bouche, mais étonnamment, qui font très peu monter la glycémie. Le miel, et plus précisément le miel d'acacia, fait très peu monter la glycémie, à l'inverse du sucre blanc, le sirop d'agave et le chocolat noir. Donc, on peut quand même consommer du chocolat au petit déjeuner pour se faire plaisir, à condition que ce soit un chocolat avec une teneur en cacao supérieure à 70%. Et puis, encore un peu moins conventionnel, manger des légumineuses au petit déjeuner. Haricots blancs, haricots rouges, des pois chiches, sous forme entière ou sous forme de mousse tartinée sur un pain complet, pourquoi pas. Petite précision qui est importante concernant les fruits oléagineux, les graines ou l'avocat. Les produits utilisés dans l'agriculture conventionnelle, ce qu'on appelle les produits phytosanitaires qui vont éviter les maladies au niveau des plantes, etc.,
Ces produits sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils vont être attirés, vont se fixer sur les matières grasses. Donc, si on consomme des fruits oléagineux ou des aliments qui sont riches en matières grasses, qui sont issus de l'agriculture conventionnelle, on va manger une grande quantité de produits phytosanitaires. Donc, dans l'idéal, les fruits oléagineux, les graines, l'avocat, je regarde par rapport à ce qui est à l'écran, oui, voilà, c'est seulement ce qu'il y a. Ces aliments-là, il faudrait privilégier issus de l'agriculture biologique, parce qu'ils seraient moins porteurs de produits phytosanitaires. Et il en va de même pour les céréales complètes, puisque l'enveloppe externe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la première barrière aux produits phytosanitaires. Donc, on va en avoir une grande quantité dans cette enveloppe externe. Donc, si on fait un effort d'acheter du pain complet dans un objectif de santé, mais que au final, on consomme une grande quantité de produits phytosanitaires, je trouve ça un peu contre-productif. Donc, voilà, si on peut, si c'est possible, privilégier ces aliments issus de l'agriculture biologique. J'ai une question. La farine de sarrasin, Oui. est-elle un indice glycémique bas aussi? Elle est bas, oui. Oui. Et puis l'avoine aussi, naturellement, c'est un aliment qui a un index glycémique bas. Donc, il y a des farines qui, naturellement, ou en tout cas des céréales. Oui, le seigle aussi. D'accord. Seigle, l'avoine. Donc là, c'était le petit point sur les glucides à privilégier. Pour les protéines, ces protéines, je le redis, hein, elles sont indispensables à l'élaboration de nos tissus, donc à la fabrication de nos cellules, du matériel intracellulaire comme de l'enveloppe, de la membrane externe de nos cellules. Le fait d'intégrer des protéines à un repas permet de baisser l'index glycémique global du repas. Donc là, c'est un intérêt supplémentaire. Par contre, il ne faudra pas oublier de comptabiliser cet apport en protéines de l'apport journalier en protéines. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas l'habitude de consommer des protéines au petit déjeuner, que vous en intégrez, il faudra en enlever. Alors plutôt, la portion du midi, vous pouvez la conserver, mais plutôt diminuer ou carrément enlever l'apport en protéines du repas du soir. Dans les protéines, dans les aliments riches en protéines, on va retrouver une molécule qui s'appelle de la tyrosine et qui permet de synthétiser une hormone appelée la dopamine. C'est une hormone, de la bonne humeur, l'hormone de la motivation, de l'envie d'entreprendre. Donc, c'est intéressant au petit déjeuner de commencer une journée comme ça, un petit peu punchy. Pour la suite de la diapo, vous avez quelques exemples d'aliments qui sont riches en protéines. Le fromage, très riche en protéines. Le yaourt et le lait, un petit peu moins, mais on a quand même de la protéine dedans. Les charcuteries d'une façon générale. Le jambon, ça passe un petit peu mieux que, je ne sais pas, du chorizo petit déjeuner, mais c'est pas idiot, le chorizo petit déjeuner. C'est peut-être un peu moins commun. Les poissons ou n'importe quel type de viande au petit déjeuner. Les œufs, peu importe leur mode de cuisson. Si on garde le jaune un peu coulant, on va en plus garder des oméga 3, mais là on est dans un autre thème, mais c'est intéressant aussi. Et puis les fruits oléagineux et les légumineuses sont eux aussi des aliments qui sont riches en protéines. Donc c'est intéressant tout à l'heure parce qu'ils avaient un index glycémique bas. Là, ils sont une deuxième fois intéressants parce qu'ils apportent des protéines. Alors j'ai deux questions. Est-ce que les laitages yaourts ont-ils une influence? Je pense sur la glycémie, je suppose que la question était celle-ci. Alors, si ce sont des laitages sucrés, industriels sucrés, du coup, ce sont des aliments qui vont faire monter la glycémie, tout à fait. Si on reste sur un yaourt nature, on aura un plus faible impact sur la glycémie que si on est sur une crème dessert ou un yaourt aromatisé sucré. Et la question qui suit, le pain au maïs, est-il bon? Ça, c'est le pain fait avec de la farine de maïs, en effet, la farine de maïs est un aliment qui fait beaucoup monter la glycémie. Il a un index glycémique élevé, donc en effet, pour les personnes qui sont intolérantes au gluten ou allergiques au gluten, qui passent sur du pain au maïs parce que pour elles, c'est essentiel. Enfin, c'est essentiel, on peut trouver d'autres types de pain aussi. Mais en effet, là, on est sur
sur un index glycémique élevé. Donc, ce n'est pas l'idéal. Je continue avec les lipides. Les lipides, indispensables à l'élaboration de nos tissus et notamment le cerveau, parce que la moitié du poids de notre cerveau est composé de lipides. Donc, ce qui est très important. Donc, il faut ce discours de dire, voilà, je veux maigrir ou pour ma santé, j'arrête de manger des lipides pour ma santé cardiovasculaire, etc. C'est un discours qu'il faut mettre de côté puisque les lipides, c'est juste vital. Après, il ne faut pas abuser non plus de la consommation de lipides, mais si on veut continuer à avoir des cellules saines, un cerveau qui fonctionne correctement le plus longtemps possible, il faut consommer des matières grasses, mais des matières grasses de bonne qualité. Puisque notre alimentation, je le dis je crois à chaque webinaire, notre corps se construit avec ce que nous mangeons. Donc si on mange des aliments de bonne qualité, ben, notre corps fonctionnera correctement. Donc c'est ce que j'ai marqué là. Donc dans l'idéal, des matières grasses issues de l'agriculture biologique, toujours, c'est la même explication que tout à l'heure avec les graines, avec les fruits oléagineux, hein, puisque les produits phytosanitaires sont attirés, vont se fixer sur les matières grasses, et puis des matières grasses qui sont peu ou pas transformées par l'industrie, le moins possible transformées par l'industrie. Par exemple, le beurre cru. Alors, le beurre cru, c'est du beurre qui a été réalisé avec de la crème non pasteurisée, non stérilisée. Donc, c'est ce qu'on peut appeler aussi du beurre fermier. Il se conserve moins longtemps, il a un goût un peu plus fort, mais c'est ce qu'on va trouver comme matière grasse, comme beurre de très bonne qualité. Peut-être plus inattendu, des graisses animales au petit déjeuner, graisse d'oie, graisse de canard, graisse de saindoux. Alors, si vous avez testé le sandwich à la rillette au petit déjeuner, ben, le saindoux, il est déjà intégré dans la rillette. La graisse de coco extraite à froid, puisque le fait de chauffer la matière grasse, alors pour la graisse de coco, mais c'est vrai aussi pour le beurre ou pour n'importe quel type de graisse, le fait de chauffer ces graisses va transformer, va altérer, va dégrader en fait la qualité de cette matière grasse. Donc ça, c'est important d'acheter des matières grasses extraites à froid ou pour les huiles de première pression à froid. La graisse de palme non hydrogénée, parce que l'hydrogénation, c'est aussi une transformation de l'industrie agroalimentaire pour apporter des propriétés physico-chimiques à cette graisse de palme. Après, voilà, là, je ne parle pas d'un point de vue environnemental, la graisse de palme, je reste sur un topo nutritionnel. Et à nouveau, mes fruits oléagineux sous forme de graines entières ou sous forme de purée de fruits oléagineux. Donc, dans ce qui est proposé dans le commerce, il faudra bien distinguer les purées de fruits oléagineux où on a juste, par exemple, de l'amande qui est mixée, des préparations où on aura du sucre ajouté. Donc, les préparations du sucre ajouté, on laisse en boutique, et juste la purée d'amande ou la purée de noisette ou la purée de sésame, toute simple, ça, c'est assez pratique à tartiner sur un pain de bonne qualité. À hauteur de 20 à 30 grammes pour le petit déjeuner, ça fait une grosse cuillerée à café, une grosse cuillerée à soupe de purée d'amande, ça pèse à peu près 30 grammes. Ça fait en micro-beurre, on doit être sur 2 ou 3 micro-beurres, je ne sais plus si c'est 10 ou 15 grammes les micro-beurres, donc ça fait une quantité non négligeable et je suis pour réhabiliter le gras au petit déjeuner, il faut absolument. Voilà, c'est hyper important, n'ayez pas peur, ça ne provoquera pas de prise de poids le fait de consommer de la matière grasse au petit déjeuner si vous n'avez pas de sucre qui accompagne ce petit déjeuner. Et pourquoi, finalement? Parce qu'on l'élimine au cours de la journée, qu'est-ce qui fait que… Le gras, ouais, oui, il va être utilisé. Par contre, si sur le même repas, on consomme des produits avec un index glycémique rapide avec la matière grasse, les deux molécules vont se fixer ensemble et c'est ce qui forme les triglycérides. Il ne faut pas en avoir trop et voilà, ça va aller se stocker aussi. Donc, les lipides avec des aliments, des glucides, pardon, à index glycémique bas, il n'y a pas de souci. Donc, pour illustrer le propos, vous avez là à l'écran quelques exemples de petits déjeuners qui sont tout à fait sains, mais peut-être un peu surprenants. Alors, vous pouvez faire un sandwich
à partir de pain d'épeautre complet, du beurre cru, du fromage à pâte dure, par exemple. Et quand j'écris fromage, donc là, j'ai mis pâte dure, mais ça pourrait être n'importe quel fromage, mais du vrai fromage. Éviter à nouveau les fromages industriels qui seront trop transformés, où là, on aura des matières premières altérées et passer sur du maroilles, du comté, du camembert au petit déjeuner, ça se fait. Si, ça se fait dans certaines régions. Non, on a juste une petite remarque de Laure. Les petites plaquettes de beurre sont 10 grammes. Merci Laure. Ça me fait 3 plaquettes de beurre. Une galette de sarrasin, c'est la version complète, je crois, les galettes complètes avec du beurre, œufs, jambon, fromage, pourquoi pas des champignons. Le fait d'ajouter des légumes, de toute façon, ça va avoir un très très faible impact sur la glycémie. Donc, on peut rajouter des champignons, pourquoi pas, dans cette galette. Des blinis, on va dire fabriqués à partir de farine semi-complète au moins, pas de farine blanche, sur lesquels on mettra de la crème fraîche avec de la ciboulette, du saumon fumé, voilà. Un reste de quiche de la veille, une quiche Lorraine ou une tarte au fromage. Peut-être un peu plus conventionnel, un granola. Alors, le granola, c'est pas la marque de biscuits chocolatés, hein, c'est vraiment les céréales qui vont être un peu torréfiées et croustillantes. Du granola, vous pouvez intégrer dans un yaourt grec. Le yaourt grec, il est plus gras que les yaourts nature, donc on a cet apport en matière grasse là, qui est vraiment intéressant. Pourquoi pas une salade de fruits frais pour accompagner, pour avoir un petit côté fraîcheur à côté. Ensuite, je vous ai proposé un crackers de sel. Donc là, c'est des crackers qu'on peut trouver dans le commerce, mais comme on a dit avec Harry tout à l'heure, le sel fait partie des céréales qui ont un index glycémique qui est quand même bas. Donc sur ce crackers, on peut tartiner de la purée d'amande, on peut aussi avoir un fromage blanc à côté qui pourrait être sucré avec du sirop d'agave. Celui qui arrive après, je n'ai pas encore testé, je ne sais pas si je vais y arriver, mais pourquoi pas, du pumpernickel avec de la charcuterie ou du hareng fumé et des fruits rouges. Les fruits rouges contiennent des glucides, certes, mais ils ont eux aussi un index glycémique bas. Donc, on peut intégrer dans le fromage blanc sur la ligne précédente, on peut aussi mettre quelques fruits rouges au lieu de mettre du sirop d'agave. Et puis des haricots blancs avec de sauce tomate, bacon, de bœuf, et puis après, tout ce que votre imagination peut vous proposer qui conviendrait, qui vous ferait plaisir au petit déjeuner, parce que c'est important aussi de se réveiller de bonne humeur et de prendre plaisir à avaler son petit déjeuner. Va suivre une courte vidéo réalisée dans la boulangerie de M. Frédéric Brangeon, qui se situe à La Chapelle-sur-Erdre, dans Loire-Atlantique. Donc c'est un artisan boulanger qui va vous présenter les propositions de son entreprise. Ça arrive. Bonjour, nous sommes la boulangerie Frédéric Brangeon, maître artisan boulanger à La Chapelle-sur-Erdre. Nous portons beaucoup d'intérêt à la santé de nos clients, c'est pourquoi nous proposons des produits de qualité, notamment avec le pain complet, les baguettes aux céréales, les baguettes au maïs, mais aussi le graine d'automne avec sa farine de châtaigne, figues, abricots, noisettes et sa pointe de miel. Nous avons aussi le pain aux fruits secs et le pain cranberries noisettes. Voici une gamme salée pour le petit déjeuner. Avec des pains un petit peu plus sophistiqués que du pain blanc, et ces sandwichs sont garnis pour certains de jambon, de fromage, de corps gras aussi. Ça peut être une quiche qui a été proposée. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait, mais
Là aussi, à l'écran, vous avez d'autres exemples, d'autres propositions. Hein. On retrouve la galette de blé noir avec de l'œuf, du jambon, du fromage, et puis on a un petit peu de verdure dessus. Ça va être de la mâche, si je vois bien, pour donner un petit peu de couleur. Alors ça, en boulanger, ce sera peut-être un peu difficile de trouver ces propositions, mais voilà, des sandwichs. Voilà, privilégier les sandwichs faits avec des pains un peu plus sophistiqués. Hein, je le redis, éviter le pain de mie et le pain blanc. Là, on a un pain aux crèmes. On arrive à voir sur certaines images qu'on retrouve de l'avocat, on retrouve de l'œuf. Alors, sur l'image au milieu en haut, bon, là, on a cette chose-là qui me plaît un petit peu moins, le jus de fruits, mais on a nos baies rouges, on a de l'œuf, on a du fromage, etc., etc. Petit biscuit, là, me plaise aussi un petit peu moins, mais on a de quoi faire, de quoi se contenter quand même de faire un petit déjeuner bien conséquent. Et puis, pour terminer, la proposition que je vous fais, c'est la recette de granola que vous déclinerez en fonction de vos envies. Alors moi, je la fais comme ça. Je travaille avec 100 g de flocons d'avoine, 40 g d'amandes et de noisettes que je concasse, des graines de tournesol, des graines de courge. Je mets à chauffer en fait du sirop d'agave avec de l'huile de coco. Je mets ça à fondre. Là, j'ai marqué sur la recette, j'ai vu que ma recette initiale, c'était ça. C'était passer dans le mixeur les flocons d'avoine ou n'importe quelle autre céréale que vous avez sous la main. J'avoue que maintenant, je ne passe même plus au mixeur. Je concasse mes amandes, mes noisettes. Je les mélange avec mes graines et mes flocons d'avoine. Je verse dessus le sirop d'agave que j'ai fait chauffer délicatement avec mon huile de coco. Je mélange tout ça de façon intime. J'étale sur une plaque qui va au four, une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je mets 20 minutes au four, je laisse refroidir et puis après, je fais des morceaux. Parfois, j'avoue, je rajoute du chocolat dessus, du chocolat noir en pépites quand j'ai envie d'être gourmande. Donc, voilà la proposition de recette de granola qui est tout à fait saine, hein, que vous pouvez consommer sans souci avec une boisson végétale, avec du lait de vache ou autre mammifère, ou un fromage blanc. Ou, voilà, à vous d'être imaginatif pour utiliser ce granola. Je vous remercie de votre attention. J'ai terminé mon petit webinaire. Est-ce que Karine, Il n'y a pas d'autres questions. Bien. Eh ben, je pense tu as dû surprendre, effectivement. Je pense qu'il y a des choses un peu surprenantes, mais je suis consciente, mais c'est très bien. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à un prochain webinaire.